une société qui s'appelle Via Sonora, qui fait des études acoustiques pour le bâtiment et qui fait aussi un peu parfois de design sonore. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu développer. Ma formation, c'est d'être architecte au départ. J'ai fait ce métier-là pendant assez longtemps. Je continue à le faire d'ailleurs un peu. Voilà. Mais effectivement, c'est le son qui m'a occupé pendant, mon Dieu, toute ma vie, voilà, d'adulte, en tout cas depuis que j'ai 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Si vous prononcez le mot design sonore, là c'est une autre affaire. D'un seul coup, vous éveillez une contradiction. Les gens, ils entendent design avant d'entendre sonore. Et quand ils entendent design, en général, ils entendent pas design au sens où nous, les professionnels, nous l'entendons. Ils entendent design au sens c'est particulièrement étonnant ou spectaculaire ou à la mode. Ils entendent design comme dans les magazines. Dans les magazines, on voit les meubles design qui sont hors de prix, hein, ou bien Ikea, qui sont presque plus design qu'ils l'ont été au départ et aujourd'hui qui sont devenus des meubles bien conçus, mais dont on ne peut pas dire qu'ils font œuvre de design particulièrement. Le design, c'est donc quand vous prononcez ce mot d'un seul coup, pouf, les gens disent ben non, design, oui, ok, on voit bien une chaise, une table, un vase, un chapeau, une voiture, une bicyclette. Alors le son, et là d'un seul coup, bien sûr, les gens vous disent ben non, où est l'intérêt, qui s'intéresse à ça? Ça existe d'ailleurs, on ne sait pas. Voilà, ouais. Il y a quand même un malentendu, ça tombe bien pour le design sonore. Je crois qu'il y a un vrai malentendu sur le design sonore. Les gens comme moi, c'est-à-dire les gens qui ont eu une formation architecte ou designer produit ou des gens comme ça, des gens qui ont affaire à l'objet ou à l'espace avec une notion de service très très fort. C'est-à-dire qu'on produit des logements pour que les gens mettent leur famille à l'abri, on produit des couverts et des fourchettes pour que les gens puissent couper leur beefsteak. Donc il y a une vraie notion de service et dans ces cas-là, le design, pour moi, c'est form follows function, c'est-à-dire la forme se déduit de la fonction et ensuite on essaye d'avoir la meilleure économie de moyens possible, ce qui mettra le produit à portée du plus grand nombre parce qu'il sera moins cher. Donc on va vraiment faire un produit qui est très efficace. Et c'est son efficacité, cette réduction de l'objet qui va finir par lui donner ce qu'on ne cherche pas, mais ce qu'on trouve sans le chercher, une esthétique particulière, une esthétique donc on sent qu'elle est vraiment très affûtée, dans le sens où il n'y a rien, on a enlevé tout ce qui ne servait à rien. C'est ça le design pour moi. Moi je suis plutôt côté oui, la forme se déduit de la fonction, d'une part, et d'autre part, en tout cas pour ce qui est du sonore, le design, c'est plus une méthode qu'un produit. C'est-à-dire que le design introduit dans une entreprise, dans un process, ça va plus amener à ce que tout le monde soit plus rigoureux sur la méthode, et à ce que tout le monde s'interroge en permanence sur « qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est bien utile ?» Mais non, ce truc-là va coûter machin de plus, alors que le service rendu c'est le même, il n'y a que moi que ça amuse, ou j'essaye de me faire remarquer pour la prochaine parution d'Intramuros ou des trucs comme ça. Mais voilà. Donc il y a une forme de rigueur et aussi le mot design, pour moi, ça veut dire qu'on va induire une coopération entre des acteurs qui avant ne coopéraient pas forcément, mais qui s'empilaient les uns derrière les autres pour faire un produit. Là, on va avoir beaucoup de feedback. Le design, pour moi, c'est un peu le royaume du feedback, et c'est très intéressant pour ça. On va vous donner un exemple tout simple que tout le monde a connu, mais encore, il faut voir. C'était le Sonal de Roissy, c'est Bernard Parmigiani, un compositeur contemporain, qui l'avait fabriqué il y a très longtemps, il y a 30 ans, je crois, un truc comme ça. C'est un truc qui sonne dans l'air, et sa fonction, c'est d'éveiller l'attention des gens parce qu'on va leur balancer une annonce importante pour eux, du genre votre vol c'est, je sais pas, gate number 20, il ne faut pas qu'il la rate, ou bien votre vol il est retardé, ou bien attention, dernier appel pour monsieur et madame machin, après on les laisse sur place. Donc il y avait un signal d'éveil de l'oreille qui doit être totalement d'un seul coup émergent, qui doit surgir, mais il ne doit pas être non plus violent, c'est pas mégaphone, attention, c'est pas la police. Donc, et ça doit à la fois figurer le lieu, la France,
Et puis, l'autre lieu, l'aéroport, qui est nulle part et qui est le point de départ vers le monde entier. Et il avait très bien fabriqué un truc qui, à la fois, éveillait l'oreille, une espèce de grappe de son scintillant qui semblait tomber du ciel. Voilà, on était cohérent avec le lieu. C'était pas agressif, c'était pas musical non plus, c'était très difficile à mémoriser ou à chanter, c'est impossible par exemple. Et en même temps, ça faisait bien sa fonction de ah, ici il y a un truc là. Et ensuite, il y avait la voix qui disait voilà, il va se passer telle chose à tel endroit. Ça, c'est le design signal, on va dire, hein, très très simple, qui n'est lié à aucun objet, à aucune fonction. Et puis un autre design que vous connaissez bien, c'est l'espèce de son un peu nasillard des portes du métro. Je ne sais pas qui l'a fait. Tout le monde comprend que, attention, ça va fermer, faut courir un peu, ou faut s'arrêter de courir, c'est trop tard, etc. Bon, voilà un son qui a une vraie fonction, qui a une fonction sécurité, déjà. Ça dit aux gens, attention, maintenant on se décide, on monte ou on arrête, voilà. Et ça a beaucoup marqué l'ambiance du métro. De toute façon, la forme, ça existe. Enfin, il n'y a pas que la forme matérielle, il n'y a pas que la forme visuelle. Une forme sonore, ça existe aussi. C'est un objet qui prend de la place dans le temps et pas dans l'espace, puisque le son, ça prend de la place dans le temps. C'est un objet qui a une attaque. Donc il y a une première forme qui est-ce que ça part comme ça ou est-ce que ça part tout doucement. Ensuite, il y a une phase d'entretien. Qu'est-ce que ça prend comme volume, on pourrait presque dire ça. Et ensuite, comment ça se conclut, comment ça se finit, ou comment ça disparaît, si c'était un objet lumineux, comment il s'éteint, est-ce qu'il s'éteint ou est-ce qu'il s'éteint comme ça. Donc on retrouve toujours les mêmes histoires, ça commence, ça s'entretient et ça finit. Parfois c'est dans l'espace, ça commence là, ça s'entretient pendant 10 mètres et ça finit parce que vous sortez de l'espace. Parfois c'est dans l'objet parce que, je ne sais pas quoi, vous commencez à visser votre tire-bouchon, donc il y a l'attaque, ensuite il y a l'entretien, et puis hop, ça finit par sortir le bouchon, c'est fini, l'objet a fini sa fonction. Et il a une forme qui lui a permis de faire ces étapes-là. Le son, c'est vraiment pareil. Hein. C'est simplement, c'est une autre matière. C'est une matière qui n'est pas solide, mais sinon, et qui prend de la place dans l'espace et dans le temps. Comme n'importe quoi. De toute façon, un bâtiment, ça prend de la place dans l'espace et dans le temps. Le temps, c'est quelques siècles. Le design sonore, c'est quelques secondes. Mais c'est toujours une histoire de place dans l'espace, dans le temps et dans le social aussi, dans la relation. Il faut qu'il soit à sa place dans son époque. Donc, comment naît un son? Un son, il naît d'une analyse de qu'est-ce qu'on lui demande. Donc c'est le brief classique, voilà, vous recevez un brief, ou vous le faites le brief, les gens ne sont pas forcément capables de vraiment le ficeler, mais ils vous expliquent vaguement à quoi ça pourrait servir, c'est ce qu'ils cherchent et tout, vous vous dites, attendez, on va mettre ça noir sur blanc, pour être sûr qu'on va bien se comprendre, je vais l'écrire, vous allez le lire, dire oui c'est ça ou non c'est pas ça, on va le retravailler 2-3 fois jusqu'à se dire ok, voilà ce que nous voulons, non pas en termes de finalité, mais voilà le service qui doit être rendu. À partir du service qui doit être rendu, il y a un premier truc, c'est le contexte, de dire où est-ce qu'on est dans un lieu tranquille, comme ici, en dépit de quelques travaux, ou est-ce qu'on est dans un lieu super bruyant et tout, parce qu'il va falloir, à la gare du Nord, banlieue, il est 8h du matin, tout le monde arrive, un truc comme ça. Donc en fonction du contexte, on va déjà savoir, c'est comme un bâtiment, je le fais en plat, ou je le fais sur une pente super raide, ou je suis au milieu de la mer, enfin bon, quel est le contexte? Il va falloir se fonder sur le contexte, toujours pareil, et émerger aussi du contexte pour pouvoir rendre le service, il faut en sortir, sinon on est noyé, il n'y a pas de service. Donc on va commencer par ça, l'analyse des conditions sur lesquelles on va devoir s'implanter. Ensuite on va s'intéresser à qui est destiné le message sonore. C'est peut-être pas tout le monde, c'est peut-être une certaine catégorie de la population, c'est peut-être pas les touristes, mais que les gens qui sont là pour le boulot, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être pas les gens qui sont là pour le boulot tous les jours, ils connaissent le chemin, c'est les touristes, je sais pas, je parle un peu dans le contexte d'une gare, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu la fondation, quel est notre terrain et à qui on destine le message. Ça réduit déjà considérablement le champ des possibles. Hein. D'un seul coup, vous n'avez plus beaucoup de possibles. Ensuite, quel est ça arrive aussi que ce soit quel est le deuxième message, c'est-à-dire quel est le message sous-jacent. Est-ce qu'on veut
comment dire, donner en même temps une image de l'entreprise, de la voix qui émet ça, ou est-ce qu'il n'y a pas cette question d'identité, je me fiche de savoir si je suis SNCF, RATP, Transilien, que sais-je, voilà, c'est pas la question, ça, c'est une question plus sous-jacente, mais qui peut être importante pour le commanditaire. Et à partir de ça, ben, on va essayer de travailler avec, en général, on est 2-3 personnes, des psychosociologues qui savent comment se conduisent les foules, par exemple, et non pas les individus. Peut-être un designer produit, parce que autant pour sa méthode de travail que pour ce qu'il sait de la mise en forme de quelque chose, même si lui met plutôt en forme dans l'espace que dans le temps, peu importe, ça ira très bien. On va travailler peut-être avec un compositeur aussi, et on va le choisir déjà en fonction de l'univers dans lequel on sait que l'on va. Si je dois parler demain à des jeunes gens, je ne vais pas forcément prendre un compositeur de musique savante qui a 70 ans, sauf si, à la limite peut-être, mais enfin j'en sais rien. Mais on va essayer de trouver quel est le bon médium, quoi, la bonne personne pour comprendre de ça. Non, on va travailler ensemble, on va essayer de définir quelque chose et de commencer à produire des schémas de fonctionnement. Et on va systématiquement essayer de voir qu'est-ce qu'on doit absolument produire pour se faire entendre. Donc pour se faire entendre, ça va être une question d'émergence en termes de niveau et de fréquence, ça va déjà beaucoup réduire. Ensuite, en forme de destination, quelle est l'oreille des gens qui sont là? Qu'est-ce qu'ils nous prêtent comme oreille? Une oreille distraite, auquel cas il va falloir peut-être faire un peu plus fort, ou une oreille déjà totalement attentive, auquel cas on peut être super délicat. C'est quand même pas tout à fait la même affaire. Et ensuite, oui, on va essayer surtout d'éliminer toutes les mauvaises idées. Enfin, moi, chacun a sa méthode. Moi, je suis un peu influencé par mon professeur d'architecture qui était Paul Virilio et qui disait très très bien, ok, voilà, vous devez faire un projet, faites d'abord un bon projet, vous faites tout bien. Ensuite, essayez d'en faire un très mauvais. Vous allez voir, dans le très mauvais, il y a des trucs, c'est pas si mal. Mais exprès, vous faites des trucs idiots. Mauvais, vous dites, mais jamais de la vie. Ah, finalement, tiens, c'est rattrapable. Et après, vous faites, au-delà du bien et du mal, celui qui va apparaître parce que vous aurez un peu épuisé toutes les possibilités raisonnables et toutes les possibilités déraisonnables. Et vous ferez quelque chose de convenable. C'est ce qui convient là, précisément, en ce lieu, en ce moment. Voilà. Donc ça va assez vite. Et après, il y a le degré de liberté de chacun. C'est-à-dire qu'un compositeur, vous lui donnez un cadre, une mission, et Dieu merci, il déborde de cadre, il ne vous écoute pas, enfin non, il vous écoute, mais il ne vous obéit pas, il a une autre idée, différente, et ça va amener cet échange qui fait qu'on va finir par se mettre d'accord sur quelque chose, et puis ensuite on va le mettre en forme, et puis le raffiner, et puis le nettoyer, et puis essayer de le rendre le plus fort possible et le plus simple possible en même temps. Voilà. Et on va finir par ding, le truc de son Navigo par exemple qui fait juste ding, alors qu'au début il faisait voilà, par exemple. Et on garde que ding, ça suffit. Ça pour glisser que, comme souvent aujourd'hui, sans que personne se pose de questions, le design sonore est un menteur. Et moi je ne marche pas dans cette combine. Dire que effectivement la porte sonne bien. Oh, qu'est-ce qu'elle a l'air bien. En fait, c'est un son. La porte, c'est une porte. La porte et le son n'ont rien à voir entre eux, mais on vous fait croire que oui, c'est la qualité de la porte qui fait le son, alors que c'est le son qui fait la qualité de la porte. Je ne marche pas dans cette combine-là. Or, c'est très tentant de marcher parce qu'on peut faire des tas de trucs amusants, on peut manipuler avec le son, on peut faire des faux semblants. C'est rigolo, c'est intéressant, c'est tout ce qu'on voudra, mais il ne faut pas marcher dans cette combine-là. Parce que ça ne veut rien dire, parce qu'après plus personne n'aura confiance dans le son. Mais on n'est pas au théâtre. Autant au théâtre, au cinéma, c'est formidable, le mensonge, c'est le rêve, c'est l'illusion, c'est super. Mais dans la vie, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est pas un terme joli, mentir, mais faut pas se... Oui, il ne faut pas se moquer des gens, il faut avoir une forme d'authenticité. Sinon, franchement, enfin, bon, je ne sais pas, moi, c'est pas très bien. Ouais. Bon. Mais là, on est presque sur le terrain de la morale, donc il ne faut pas aller sur le terrain de la morale non plus. Hein. C'est juste, oui, après, il peut y avoir d'autres métiers. Hein. Il y a design sonore, il y a design musical aussi. Donc là, il y a design théâtral. Je ne sais pas, on peut très bien, il y a des gens qui peuvent très bien faire ça si on leur demande de le faire. Et si ça ne leur pose pas de problème de le faire,
qu'ils le fassent. Non, je pense que le marketing, ça va bien. Euh, dans le sens où on a déjà, dans nos sociétés à nous, qui sommes très privilégiés, on a déjà à peu près tous 10 fois trop de choses. Donc je comprends bien qu'il y ait un mouvement qui fasse qu'on a besoin de nous en faire acquérir d'autres parce que ça fait travailler des gens, parce que machin. Mais il y a un moment où on va peut-être arrêter cette drôle de boucle en fait qui épuise tout le monde pour juste revenir à des choses plus ordinaires. Parce que nous, on se demandait si, avec toute la saturation visuelle qui nous entoure, tout ce qui est publicité et tout ça, est-ce qu'on n'entrait pas dans une course à l'audibilité aujourd'hui où les marques attaquent maintenant sur le terrain sonore parce que sur le terrain visuel c'est saturé, et est-ce qu'on risque pas d'entrer dans une ère où le consommateur ou même le citoyen serait assailli par de la pub? Non, enfin oui, j'en sais rien. Le citoyen n'est pas si... il sait se rebeller aussi, le citoyen, il sait de temps en temps coller des dizaines de post-it dans le métro, sur les affiches en expliquant des choses. Il sait aussi éventuellement arracher un haut-parleur, si vraiment il y a un haut-parleur sous ses fenêtres qui l'embête. Il sait quand même qu'il y a 2 fils, c'est pas compliqué. Un seul suffit et il n'y en a plus. Bon, donc non, on peut avoir une saturation, enfin on peut avoir plus de sollicitations, il y en a déjà beaucoup. Il pourrait y en avoir plus sans que ça soit gênant. La manière, c'est est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles sont pertinentes? Petit à petit, on va s'adresser à des individus avec un système de masse, mais enfin avec des individus et discrètement dans leur poche. Donc, non, je ne suis pas trop inquiet sur la saturation. Je pense qu'elle est un peu derrière nous, la saturation. On a eu des époques bien plus saturées de son qu'aujourd'hui. Ce qui va changer, c'est quand les véhicules thermiques vont petit à petit disparaître, on aura moins de bruit de moteur, on va découvrir qu'il y avait plus de son, parce que tout ça... Et en même temps, il va rester le bruit de roulement qui est quand même très important. Donc il faudrait en plus enlever le bruit de roulement pour vraiment découvrir qu'on vit dans une saturation, mais non, ça me soucie pas trop. Alors pas tellement en termes de saturation, mais comme justement par exemple avec la disparition des véhicules thermiques, il faut remplacer le bruit du moteur parce que sinon c'est dangereux, d'après l'industrie automobile en tout cas. Et si... D'après l'industrie automobile, vous avez raison, oui. Et si aujourd'hui des gens comme à l'IRCAM par exemple, des chercheurs sont quand même doivent fournir un son qui véhicule quand même une image de marque, et même c'est pas tellement en termes de décibels, mais en termes de... Est-ce qu'il y a une grammaire pour l'espace public sonore, quels sont les actes? Je vous pose plein de questions. Non, pas du tout, j'ai compris. Comme on a l'impression qu'il y a plein d'acteurs qui commencent vraiment à se poser ces questions, qui ont des intérêts un petit peu différents les uns des autres, est-ce qu'il n'y a pas de grammaire en fait encore établie? Non. Il y a un jeune homme qui s'en occupe à l'IRCAM. J'ai reçu un questionnaire il n'y a pas longtemps. Enfin, pas de grammaire, mais du vocabulaire. En tout cas, pour parler des sons. C'est pas si compliqué, on n'a pas besoin. Parce que, c'est pas pour dire du mal de mes camarades de l'IRCAM, mais des fois c'est beaucoup de bruit pour rien quand même. C'est-à-dire qu'on convoque 15 000 ordinateurs, 150 experts internationaux et on finit par faire pas grand-chose. Voilà. Pas grand-chose, je veux dire quelque chose, mais c'est pas. Enfin, il n'y a peut-être pas besoin de convoquer 3 porte-avions voilà. En même temps, moi je suis plus sur la sensibilité. Moi j'ai toujours travaillé plutôt avec des compositeurs qui sont écrits du GRM, du groupe de recherche musicale, que des gens qui travaillent à IRCAM. Voilà, c'est tout. Donc on a aussi des gens qui sont des médiums, il faut le savoir. On a toujours eu des gens qui comprenaient l'essence d'une société et qui produisaient quelque chose sans toute une analyse raisonnée de ce qu'il faisait. Il faisait très bien, c'est ça l'être humain aussi, sinon on n'a pas trop besoin. Donc il nous faut un peu des faiblesses, des sensibilités non explicites, des choses comme ça qui font que quelqu'un a compris une problématique, même s'il ne l'a pas mis en grille, en machin, en tableau, en truc et tout, et va donner une réponse intéressante. Et puis quelqu'un d'autre à côté, qui est différent, qui est un humain différent, va donner une autre réponse qui peut être aussi intéressante. Donc il n'y a pas une réponse, il n'y a pas un langage. En plus c'est drôle parce que aujourd'hui on voudrait avoir des langages communs sur ça, et parfois je participe à ça, et parfois je dis moi aussi qu'il faut avoir un langage commun, et quand je descends dans la rue, il y a de plus en plus de langages différents parce que Paris est devenu beaucoup plus cosmopolite. Donc, et quand même, ça ne nous empêche pas de nous comprendre, et au contraire, je dirais, d'une certaine manière, c'est plutôt plus sympa.
Donc j'ai pas envie d'avoir effectivement la ligne du parti qui me dit voilà ce qu'il faut faire quand j'ai un problème, j'ai un véhicule à traiter. Voilà. Donc les véhicules qui vont devenir plus silencieux, certes, il y a déjà eu des véhicules silencieux, les bicyclettes ont des ding, ça va très bien, il n'y a qu'à mettre une sonnerie de vélo sur les voitures. Plutôt que d'aller inventer un machin d'une complexité formidable, où à l'intérieur on entend une voiture, à l'extérieur c'en est une autre, et pour le gars qui traverse devant c'en est une troisième. Bon d'accord, enfin ça existe, ding, non? Et ça marche bien, c'est sympa en plus. On peut faire ding ding ou ding une seule fois ou ding 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 quand on n'est pas content. Vous savez, les grosses, j'en ai une pleine caisse moi de sonneries de vélo parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Et quand on voyage, c'est ce que je ramène. Je ramène une sonnerie de vélo. Chaque pays a souvent sa sonnerie. Donc on ramène des gros trucs de Amsterdam, on ramène des tout petits trucs de endroits. Voilà, chacun a sa manière de faire. Donc moi de toute façon, je suis beaucoup plus sur le son acoustique que sur le son via un haut-parleur ou via un transducteur. Je trouve que c'est là où ma formation, ma culture d'architecte, j'aime la matière vraie, entre guillemets, elle n'est pas plus vraie qu'une autre, mais la matière qui sonne. Est-ce que donc, le design sonore, pensé comme ceux qui fabriquent les sons, pourrait en fait tomber entre de mauvaises mains, entre guillemets? Non, c'est déjà arrivé, ça y est, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui, mais c'est ça pas... entre de mauvaises mains depuis toujours, comment dire, depuis qu'on joue du fifre pour masquer les hurlements des blessés sur le champ de bataille, parce que c'est quand même ça l'idée, comme ça les autres sont moins terrifiés parce qu'ils n'entendent pas hurler leurs camarades. Bon, voilà, le son a déjà été utilisé à ça. Dans l'histoire, il y a toujours eu un usage du son qui a pu être terrible parfois, vraiment terrible, jusqu'au son qui font marcher les gens au combat, ou jusqu'à l'usage du mégaphone qui fait hurler à toute une foule un slogan qu'elle n'avait même pas l'idée qu'elle hurlerait un quart d'heure avant, puis tout le monde se retrouve à hurler un truc. Bon, c'est de la manipulation avec le son comme avec d'autres médiums, ça marche bien. Est-ce que vous avez une idée un petit peu concrète de comment sonnera le futur? Bien. Donc je pense qu'il sonnera bien. Ouais, il sonne de mieux en mieux, de toute façon, le paysage sonore. Les gens veulent oublier, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus tranquille, c'est de meilleure qualité, c'est mieux placé dans l'espace, c'est de mieux en mieux, les oreilles sont de mieux en mieux servies. C'est pas encore génial pour tout le monde, hélas, mais c'est de mieux en mieux. Donc dans le futur, il sera juste mieux.